Madame, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue à cette édition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé hier au Forum économique de Davos au panel sur les derniers poumons de la Terre. Le chef de l'État a révélé qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, le couloir vers Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du bassin du Congo. On l'écoute. Son intervention au deuxième jour du Forum économique mondial de Davos en Suisse était très attendue. Une attente qui en valait la peine car c'est ce mercredi 22 janvier que le président de la République a créé l'événement lors de sa participation aux travaux du panel ayant pour thème le dernier poumon de la Terre. En effet, c'est un tournant dans la lutte contre les changements climatiques. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la création de la plus grande réserve forestière protégée au monde, appelée le couloir vers Kivu-Kinshasa. Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de subsistance de millions de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga à l'extrême est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Le président de la République a fait remarquer qu'en réponse à la crise climatique croissante et à la déforestation massive qui touche les grandes forêts du monde, le couloir vers Kivu-Kinshasa sauvegardera l'avenir du Congo. Cette initiative va bien au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108 000 km² de forêts vierges et créera plus de 500 000 emplois, dont au moins 20 000 spécifiquement destinés aux jeunes, hommes et femmes, démobilisés des groupes armés. L'annonce de ce projet a été saluée par plusieurs panélistes, parmi lesquels le fondateur du Forum économique mondial, les professeurs Klaus Schwab, ainsi que l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry qui a salué cette initiative essentielle visant à préserver et à protéger le bassin forestier du Congo et à donner de moins de substances pour des millions de Congolais. Ceux-ci vont ainsi contribuer à prévenir les pires impacts de la crise climatique. De plus, un fonds spécial du couloir vert sera créé pour financer des entreprises et des projets durables le long du bassin du Congo. Cette vaste zone s'étend sur 6 pays, le Cameroun, la RCA, la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Et environ 60% de cette forêt tropicale primaire se trouve en République démocratique du Congo. Patrick Muyaya, ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, séjourne lui à Paris en France où il a participé à un forum sur les opportunités d'investir en République démocratique du Congo. Sur place, le ministre des Médias a dénoncé une fois de plus l'agression de la RDC du Rwanda. C'était au cours d'une émission France 24. Reportage. Le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus des caractères taiseux, a besoin de s'exprimer, il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo, qui le caractérise. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude de nervosité qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres, parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Wazalendo.
des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes. Vous savez que, par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. L'intégralité de cet entretien, vous allez le suivre juste après ce journal. Vous le savez, la milice Zaïre a été désarmée dernièrement en Ituri. En ce jour, dans cette partie du territoire national, le coordonnateur humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo a rencontré le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyankashama, à qui il a transmis les encouragements pour cette opération. Junior Selemani pour des explications. Après la maîtrise de la violence presque dans l'ensemble de la province, place à la stabilisation et au développement, a reconnu Bruno Le Marquis au sortir d'une séance de travail avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyankashama. Le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC à mission en Ituri a salué les efforts des animateurs de l'état de siège et promet l'appui de la mission au PDDRCS. On a aussi parlé de la question du PDDRCS, qui est vraiment toujours une grande priorité pour amener la stabilisation dans les différentes provinces affectées par les conflits. Donc là, nous sommes très encouragés par les derniers développements. Quand j'ai atterri, j'avais le chiffre de 600 dans la tête, 600 combattants qui se sont présentés pour la démobilisation et le désarmement. Mais en fait, le chiffre est de 1016, donc c'est-à-dire que ça a augmenté très vite, en espérant que ce soit le début d'une dynamique vertueuse qui commence à envoyer des signaux aux groupes armés. Il faut rendre des armes, il faut retourner à la vie civile et il faut aider la province à se stabiliser. Donc les Nations Unies sont très très engagées aux côtés du PDDRCS au niveau national, au niveau provincial, et j'espère que ce gros chiffre de 1016 enverra un signal pour que tous les efforts soient faits pour que le PDDRCS vraiment décolle en Ituri. Parlant de solutions durables envisagées en province, ces diplomates ont reconnu l'étroite collaboration entre les animateurs de l'état de siège et les humanitaires. L'Ituri est une province où on a une relation très étroite de collaboration avec les autorités provinciales, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des humanitaires. En termes d'accès, il y a des réunions régulières. C'est la seule province où les réunions de ce qu'on appelle le comité provincial de coordination humanitaire ont lieu. Donc je pense que quand il y a des problèmes ici, ils sont discutés et ils sont adressés. Compte tenu du défi sécuritaire au pays, l'ONU appelle les humanitaires à investir en Ituri. Enfin, Bruno Le Marquis a laissé entendre qu'un appel de 2,5 milliards de dollars américains sera lancé début février pour la réponse humanitaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et dans les Hauts-Touélé, il s'étend depuis mardi la conférence sur la paix. Cette conférence qui est organisée à Faradje vise à sensibiliser la population de cette province sur le respect de la loi en matière des limites administratives. Ceci afin d'éviter des conflits. D'autres explications, c'est dans ce reportage. Poursuivant ce séjour d'inspection dans les territoires de Faradje, le gouverneur Jean Bakomi Togambu participe très activement à cette séance de sensibilisation des représentants de toutes les couches sociales de la chefferie Logo-Gambi sur le respect des textes en matière de délimitation des entités. À ses côtés, d'abord l'honorable Crispin Antama Tabe Mugodi. Nous avons cherché à lever tout équivoque possible, les limites entre les entités. Celles-ci sont fixées par des textes de loi. Outre les autres députés nationaux et sénateurs, tant de Ouacha que de Dungu, l'honorable Daniel de Lituri, voisin et ancien conservateur des titres immobiliers de Ouacha, Faradje et Dungu, appelle ses frères à éviter de s'entretuer. Avec cette sensibilisation, la paix durable va venir. On ne va pas se limiter ici. On ira aussi voir nos frères de Dungu, leur donner le même message. Le président de la première institution provinciale, honorable Justin Zamba, pense que sa présence à ces assises est
été opportune. Remercier les organisateurs de cette conférence. Le message a été vraiment satisfaisant pour que la population revienne au calme. En tant que premier citoyen du Haut-Touélé, Jean Bakomito insiste sur le fait que les limites ne sont qu'administratives, dénonce l'action des tireurs de ficelles. Au-delà de tout, le retour de la paix, tant à Akoua, à Sambia et même dans d'autres coins de son entité agitée par le diable des limites ne sera jamais négociable, conclut le gouverneur. Nous avions transmis le message du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sur la nécessité de vivre ensemble, la cohésion, l'unité, ne pas nous livrer à des actes contraires à la loi, simplement parce qu'il faut régler les questions des limites. Il faut que les experts de la décentralisation et ceux de l'Institut géographique descendent sur les lieux. L'Égypte s'engage à apporter son soutien à la République démocratique du Congo dans différents domaines de coopération par le programme de désarmement. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a échangé avec les coordonnateurs du PDDRSC, nous dit Peggy Mukunda dans ce reportage. L'Organisation internationale des migrations OIM vient d'affirmer et donner ses assurances pour renforcer ses capacités à tout point de vue pour appuyer et soutenir les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Confirmation de Madame Alexandre Sapson, chef de mission de l'OIM, à l'issue d'une séance de travail avec le coordonnateur national de PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita. Moment opportun pour ces derniers de signifier à ses hôtes que la porte est grandement ouverte pour collaborer avec les partenaires. Par ailleurs, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume d'Égypte est au beau fixe. C'est ce qui justifie la rencontre entre l'ambassadeur de l'Égypte en RDC, Echam El Mekwad, et le coordonnateur national de PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntanga Antita. Ces derniers est l'homme le plus heureux pour cette rencontre historique, pour les soutiens que veut apporter l'Égypte dans les différents domaines de coopération pour appuyer les programmes. Pour son mandat, c'est toute une mission passionnée lui permettra à participer à l'écriture historique de notre pays, a mentionné Jean-Didier Tangatita à ses hôtes. Sachez que les programmes prioritaires du chef de l'État pour la stabilisation dans l'est du pays sera bel et bien soutenu par l'Égypte. Retenons également que l'Égypte organisera et financera bientôt à Goma et à Kinshasa une formation de renforcement des capacités pour les agents et cadres de PDDRCS. La 46e édition de la Foire internationale du Congo-Kinshasa a fermé ses portes pendant un mois. Des expositions, ventes, des conférences, débats, mais également des activités culturelles ont été organisées. Les détails, c'est avec Eric Kabamba. Ces produits congolais admirés ces jours sont exposés ici à la Fikine pour la toute dernière fois. La 46e édition foraine de la Foire internationale du Congo-Kinshasa vient officiellement de fermer ses portes. Pendant un mois, cette foire a fait la promotion des produits congolais et services à travers des expositions-ventes. Aussi, des conférences, débats, des activités culturelles ont été organisées. Pour le secrétaire général au commerce, Mouilumbo, qui a procédé à la clôture des activités, cette foire a été un vrai miroir dans la promotion des produits et services. Ce secteur des expositions bien exploité contribuera sûrement à la promotion de nos produits et services et au rapprochement entre notre pays et les différentes autres économies qui nous entourent ou qui sont au-delà de nos frontières. Le directeur général de la Fikine, Didier Kabampele, a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les ministres du commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, pour ces paris gagnés. Nous pouvons affirmer, au regard des résultats atteints, que cette 46e édition foraine 2024 a atteint ses objectifs et marqué à lettre d'or l'histoire des activités promotionnelles du pays. La 46e édition est finie. Le rendez-vous est donc pris à la fin de cette année, cette fois-ci dans plusieurs autres provinces. Employabilité des jeunes, un atelier a été organisé hier par la Fédération des entreprises du Congo. C'était au siège de la FEC à Gombe, nous dit Chimène Dondo dans ce reportage.
La Commission nationale jeunes entrepreneurs de la FEC a organisé une réunion de présentation de l'étude sur le mécanisme de financement participatif pour le Start-up et le MPME en RDC mené par le cabinet Deloitte avec l'assistance technique de la facilité ICR de l'Union européenne. L'Union européenne est vraiment ravie d'avoir pu accompagner la Fédération des entreprises du Congo et la Commission nationale des jeunes entrepreneurs pour réfléchir à améliorer le financement des petites et moyennes entreprises et notamment d'étudier ce mécanisme un peu innovant qui s'appelle le financement participatif, le crowdfunding en anglais, qui permet de faire des dons et des prêts directement via une plateforme digitale. L'objectif principal de cette réunion était de partager les enseignements et recommandations tirées de benchmark analyse réglementaire régissant l'activité de crowdfunding dans 5 pays. Nous avons réuni une quarantaine de participants. Nous leur avons présenté les principaux enseignements de nos travaux, notamment les bonnes pratiques différenciantes issues du benchmark que nous avons réalisé. Deuxièmement, nous avons également partagé sur les recommandations. Très satisfait parce que nous avons eu la présence de plusieurs acteurs étatiques. La BCC était là, il y a des ministères sectoriels qui étaient là également et d'autres acteurs, ce qui nous a permis de réfléchir de manière holistique sur cette question-là, mais aussi de nous assurer que dans la suite du processus, tous ces acteurs-là seront également avec nous pour nous accompagner. On va parler encore de jeunes congolais. Une campagne de sensibilisation sera bientôt lancée à Kinshasa, mais également dans d'autres provinces du pays. Cette campagne vise à impliquer les jeunes congolais dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. L'IGF l'a dit à la ministre de la Jeunesse. Reportage. L'inspection générale de finances s'élance dans une grande campagne de sensibilisation de la jeunesse à s'impliquer dans la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en 2025. Ce mercredi 22 janvier, l'inspecteur général de finances, chef de service, a été reçu en audience par la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, pour un échange stratégique de lancement d'une campagne de sensibilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. En effet, les Nations Unies ont placé l'année 2025 dans le cadre de la lutte contre la corruption comme année de mobilisation de la jeunesse contre ces fléaux. Nous ne pouvons pas entamer des actions dans le cadre de la jeunesse sans nous référer à l'autorité nationale qui gère la jeunesse. Voilà pourquoi nous sommes venus voir son Excellence Madame la Ministre pour obtenir ses orientations, ses conseils et comment cette campagne va être organisée et solliciter d'elle les parrainages de cette campagne 2025 de la lutte contre la corruption. Pour sa part, la ministre de la Jeunesse a loué l'initiative de l'IGF qui tombe à point nommé car la jeunesse congolaise est appelée à changer les narratifs dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est un sujet capital sur lequel nous devons nous y atteler, en parler, vulgariser cela pour que les jeunes comprennent encore une fois que c'est eux qui ont les clés de ce changement-là. Pour rappel, l'IGF avait organisé sous les auspices du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en décembre 2024, une conférence regroupant les institutions de contrôle des finances publiques et le président de la République avait promis assez haute que la RDC allait mettre en œuvre la recommandation des Nations Unies pour sensibiliser les jeunes contre la corruption. De commun accord, le ministère de la Jeunesse et l'inspection générale de finances vont lancer sur toute l'étendue du territoire national une vaste campagne visant à former la jeune génération à repousser les antivaleurs de la corruption pour un lendemain meilleur. Les mandataires de l'Office national de la pêche et aquaculture étaient en séance de travail avec le ministre de la Pêche et de l'Élevage. C'était autour de l'opérationnalisation de cet établissement public, nous dit Rodé Panda dans ce reportage. Cette réunion présidée par les ministres de Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, et les dirigeants de l'Office national de pêche et aquaculture, ONEPA, a connu la présence de Jean-Pierre Oussotila, conseiller du chef de l'État au Collège de planification, agriculture, pêche et élevage. Cette rencontre avait pour objectif l'opérationnalisation de cet établissement public. Il était question pour le ministre Jean-Pierre Tshimanga-Bwana de passer en revue quelques points de malentendus entre l'équipe dirigeante de l'ONEPA et ce ministère afin de permettre à ces derniers de mieux exercer
leurs fonctions. Des malentendus qui n'étaient pas avec le ministre de Pêche, là je dois le souligner, mais plutôt les malentendus qu'il y avait entre nous au sein de l'office. Le ministre il se bat vraiment comme un bon père de famille pour pouvoir trouver des solutions pour que ONPA puisse avoir un bureau, puisse fonctionner comme il faut et enfin donner du poisson à toute la population. À son tour, le directeur général Épicure Boyi Lokwa, selon lui, les rumeurs relayées par la presse sont fausses et n'ont rien à voir avec les ministres de tutelle. Avoir un malentendu avec l'autorité ne peut pas être possible, sinon on risque de ne pas accomplir correctement notre mission parce que c'est lui qui veille sur le fonctionnement de la structure. Les malentendus dissipés, l'heure est au travail pour assurer un bon accompagnement à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et accomplir la mission leur assignée par les ministres pour garantir une bonne alimentation aux Congolais. La ville-province Kinshasa a désormais un comité du plan des trésoreries pour l'exécution rationnelle des finances publiques de cette province. La ministre provinciale des Finances et Économie a procédé à la présentation du comité de ce plan des trésoreries. Alain Bikaï nous le présente également dans ce reportage. La ministre provinciale des Finances et Économie de Kinshasa, Yvette Tembokoulem-Fouka, vient enfin de mettre en place un comité de plans de trésorerie au profit du gouvernement provincial que dirige le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. En mettant en place les 10 comités, Yvette Tembokoulem-Fouka vient ainsi doter les finances de la ville d'un puissant instrument d'encouragement de l'exécution du budget provincial. L'optimisation de l'exécution de ce budget devra participer à l'amélioration des cadres de vie des Kinoises et Kinois et à réduire les vulnérabilités qui continuent à précariser les conditions de vie à Kinshasa. Au terme de la réunion de lancement des travaux de ces comités, la ministre provinciale des Finances et Économie a circonscrit les biens fondés de cet outil qui constitue les tableaux des fonds du budget. C'est une première pour la ville province de Kinshasa de mettre en place une commission de plan de trésorerie que nous saluons sous le leadership du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki. Cette commission va nous permettre de minimiser les risques des insolvabilités, les risques de illiquidité, mais aussi d'assurer la pérennisation dans la mise en œuvre des actions du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Présent à cette réunion, Jean-Marcel Mbouyi, conseiller en charge du budget au ministère provincial du budget, a salué cette initiative de la ministre provinciale des Finances et Économie de Kinshasa. Le Quinois et Quinoise, notamment le citoyen lambda, va, n'est-ce pas, constater un changement profond en matière de la gestion du budget de la ville. La mise en place de ces comités de plans de trésorerie s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre des actions contenues dans la feuille de route du gouvernement provincial de Kinshasa. En santé, une bonne prise en charge passe par un bon diagnostic avec un personnel des laboratoires qualifiés. C'est ce que vise le nouveau projet d'appui à l'INRB. Ce projet a été lancé hier mercredi, nous dit Bobete Lissamba dans ce reportage. L'INRB, en tant que laboratoire national de référence, a entre autres pour rôle la résistance antimicrobienne. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ce projet d'appui à l'INRB lancé ce mercredi 22 janvier 2025. C'était en présence de toutes les parties au projet. Pour l'INRB, c'est un pas de plus dans la prise en charge des différentes maladies. Ce projet vient à point nommé que ça va renforcer le diagnostic du paludisme. Et en renforçant le diagnostic du paludisme, on va approcher ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle des antipaludiques. Ce projet de 3 ans sera mis en œuvre par la Fondation Mérieux avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Il vise au finish le renforcement des capacités techniques et humaines. Nous avons aussi un accès sur la lutte, la résistance aux antimicrobiens, toute une approche transversale genre, un accompagnement organisationnel de l'INRB et enfin tout un volet formation. La maternité de Kingasani, celle de Delvaux, la clinique Ngaliema et les cliniques universitaires de Kinshasa sont les bénéficiaires de ce projet. L'AFD aujourd'hui investit dans le capital humain du pays
dans la perspective d'améliorer le diagnostic du laboratoire et le contrôle de qualité. Juste après le lancement officiel, le comité de pilotage a tenu sa toute première réunion pour valider les termes de référence et le plan annuel ainsi que le budget des activités à exécuter. Santé toujours, lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Des moustiquaires imprégnés d'insecticides seront bientôt distribués dans différentes provinces du pays. L'équipe du ministère de la Santé est déjà dans le Kasaï central pour se faire reportage. Kinshasa et Kananga s'accordent sur la nécessité d'engager une lutte commune pour la réduction drastique des cas de malaria sur l'étendue du Kasaï central. Un plaidoyer institutionnel a été mené ce lundi 20 janvier 2025 auprès des autorités politico-administratives de la province par une délégation nationale du ministère de la Santé publique et prévoyance sociale conduite par Dr Romain Mouboyaï, directeur de cabinet du ministre. Objectif, décocher l'appropriation de la prochaine campagne de distribution gratuite des masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides. L'activité qui a vécu dans la salle de réunion du bâtiment administratif a connu la participation des représentants des couches sociales et était l'occasion pour les parties prenantes de reconnaître les missions leur dévolues dans cette bataille pour neutraliser la malaria. Dr Berry Beya, médecin coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme, revient sur les attentes du ministère national de la Santé. On attend du gouvernement de province la mobilisation de la population, notamment par des allocutions médiatisées, avant les deux grandes étapes qui nous restent, soit le dénombrement couplé à la distribution et la présence de l'autorité à la cérémonie de lancement qui est un signe d'engagement individuel. Face aux statistiques alarmantes présentées sur la province, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou s'engage à s'approprier de la lutte pour le mieux-être de ses concitoyens. Nous prenons l'engagement de soutenir toutes les étapes, de participer activement à l'organisation et à la réussite totale de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les autorités sanitaires et les partenaires au développement dans les stratégies mises en place en vue de faire reculer le paludisme dans notre province. Attendu à la fin du mois d'avril, la campagne de distribution de la moustiquaire imprégnée se fera par ménage en priorisation dans 24 zones de santé où l'incidence de la malaria a été jugée forte. Si vous n'avez pas lu la presse parue ce matin à Kinshasa, eh bien Jean-Pierre Ndolo de Mazou a lu pour vous quelques journaux qui ont paru ce matin à Kinshasa et voici le résumé de ces journaux. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Nord Kivu, acculé par l'aviation congolaise, le 1-23 réactive le brouillage des signaux GPS avec l'aide logistique du Rwanda, annonce Info27.cd. Le brouillage des signaux GPS est de nouveau signalé dans le Nord Kivu alors que la menace du 1-23 persiste. Depuis plusieurs semaines, les forces congolaises ont déployé leurs avions de chasse, notamment pour pilonner les positions ennemies dans le sud du territoire de Lubero, Nord Kivu. Le mardi 21 janvier, un hélicoptère transportant une délégation pour une mission humanitaire a été contraint de dériver en raison de ces perturbations. L'appareil n'a pas pu atterrir à Lubero et a dû faire demi-tour en direction de Missénéné. Ce même phénomène a été observé dans d'autres zones, notamment à l'aéroport de Goma, mettant ainsi en péril les vols commerciaux. À l'ONU, le Rwanda se fait l'avocat de l'ONU a discuté mardi de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Prenant la parole, le ministre rwandais des Affaires étrangères a accusé la RDC d'avoir choisi de détourner l'attention de la communauté internationale en qualifiant le 1-23 qui, selon lui, est un groupe luttant pour protéger une communauté congolaise persécutée de groupes terroristes. Agression rwandaise en RDC, interdiction formelle de toute navigation diurne et nocturne des petites embarcations sur le lac Kivu, rapporte la référence plus. Dans un communiqué rendu public le mercredi 22 janvier, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu informe l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville de Goma, notamment à son ouverture sur le lac Kivu, il est formellement interdit
de naviguer de jour comme de nuit avec de petites embarcations sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Combat entre FARDC et M23, coupure de la ligne haute tension de la SNEL desservant Goma en électricité en provenance de Bukavu, titre actualité.cd. Une partie de la ville de Goma connaît depuis le matin de mercredi 22 janvier 2025 une interruption de la fourniture en énergie électrique en raison d'une panne sur la ligne haute tension 70 kW reliant Bukavu à Goma. La Société nationale d'électricité a fait part de cette situation à sa clientèle, une situation imprévue et indépendante de sa volonté. C'est par cette revue de presse que nous bouclons complètement cette édition du journal de Guy Matundu. Au nom des Chimène Dondo, Stander, Kikala, Jado, Kapai, Nyosh, Nokul et Nzengele Bassosa, nous vous remercions de l'avoir suivi et merci de rester avec nous.